Reparle-moi de la libération du corps, je me lance. En fait, j'ai pas OnlyFans et je produis pas dessus. J'ai juste travaillé sur le côté vraiment théorique. OnlyFans cool. Ça serait bien. Lui, c'est Ruben. On est dans la même classe et l'année dernière, on a dû écrire un mémoire. Le thème imposé était le travail à distance. Ruben, lui, il a choisi de parler d'OnlyFans. Est-ce que tu pressens le personnage ? Aujourd'hui, dans Banat Marié, on va parler du corps des femmes, de la commercialisation de l'intime sur OnlyFans, des dérives potentielles pour les mineurs, et comme d'habitude, vous l'aurez compris, j'espère, de pouvoir. Bonne vidéo ? Le sexe, les travailleuses du sexe, l'industrie de la pornographie, pour moi ça fait partie des grands tabous de notre société. Tout le monde y a accès sans trop de régulation, mais on n'en parle pas beaucoup. Enfin, on en parle depuis le confinement, puisqu'il y a des plateformes qui ont émergé, qui ont un peu explosé. C'est le cas de OnlyFans ou de Mime. J'ai décidé d'inviter un ami qui a travaillé sur ces questions à travers un mémoire, Ruben. En fait, moi je m'exprime pas vraiment en tant qu'utilisateur dans le sens où en fait j'ai pas OnlyFans et je produis pas dessus. Moi j'ai juste travaillé sur le côté vraiment théorique et sur la montée en fait de cette plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire sur tous les sujets qu'on va aborder, de libération du corps, de fétichisation, tout ça. En fait, l'idée au départ de ces plateformes, c'est vraiment de laisser tous les créateurs s'exprimer et de pouvoir être rémunérés pour leur travail beaucoup plus facilement. Enfin, il y a quand même une commission, OnlyFans prend 20% sur pour tous les créateurs, mais le but c'était vraiment de mettre tous les créateurs réunis sur une même plateforme. Il y a eu beaucoup de célébrités qui l'ont repartagé parce qu'on était confinés, que les gens sont mis aussi, parce que c'est devenu presque un élément de pop culture à ce moment-là, donc beaucoup de gens s'intéressent. Et en 2016, la plateforme OnlyFans appartient à Felix International Limited et est évaluée en 2021 à un peu moins d'1 milliard de dollars. À titre d'exemple, Netflix a mis 10 ans et Apple 14 ans pour franchir le seuil du milliard. En 2018, l'homme d'affaires Leonid Radvinsky rachète à hauteur de 75% Felix. Cet homme d'affaires américain détenait déjà MyFreeCam, donc un site web proposant des performances via une webcam. Et en fait, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'OnlyFans s'est concentré de plus en plus sur la mise à disposition de contenus dits pornographiques, avec une censure beaucoup moins importante sur cette plateforme que sur d'autres. Il y a une censure qui est sur YouTube pour les créateurs qui monnaient leurs vidéos, avec la monétisation. C'est-à-dire qu'il y a des termes qui ont parlé d'être employés sinon la vidéo peut être démonétisée, des sujets qui peuvent pas être abordés. Alors, à l'inverse, sur OnlyFans, un peu comme sur Twitter d'ailleurs, les limites sont quand même très larges et du coup, ça offre la possibilité de produire du contenu pornographique ou sexuel ou dénudé. On a critiqué beaucoup les femmes qui étaient sur ces plateformes. Ça me paraît d'ailleurs un peu fou parce que toute notre industrie est un peu fondée sur la sexualisation du corps des femmes. Mais là, une fois que la femme décide de faire payer quelqu'un quand on regarde son corps, on s'insurge. Est-ce que ça peut être pour certaines femmes une forme de libération puisqu'elles décident du coup la manière dont elles traitent leur image et d'une certaine manière leur corps? Moi, en fait, en tout cas dans les entretiens que j'ai pu mener et dans les recherches que j'ai pu faire, oui, il y a toute une part de ça, de pouvoir être entièrement libre de qu'est-ce qu'on montre de son corps, comment on le met en scène, comment est-ce qu'on peut en faire un objet de désir. Et du coup, c'est un moyen pour beaucoup de personnes qui ont des corps dits anormaux, enfin pas dans la norme, de pouvoir se le réapproprier, d'en faire quelque chose et de se prouver que ça peut être quelque chose de très positif pour eux, un moyen d'avoir confiance en soi. Donc la personne qui est derrière son écran et qui gère son contenu OnlyFans, en fait elle est vraiment maître ou maîtresse, dans l'idée où cette personne n'est pas manipulée par un tiers, etc. Cette personne elle a vraiment un statut juridique à ce moment-là de créateur ou créatrice de contenu. On partage l'idée que ça peut être une forme d'empouvoirment, ça peut être aussi une forme de sécurité, puisque là on est à distance. Et surtout j'ai l'impression qu'on place la focale sur ces plateformes juste parce qu'on n'a pas envie de faire face au vrai problème qui est les conditions des travailleuses du sexe. C'est en 2016 qu'une loi a été adoptée visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à aider les personnes prostituées. Pour de nombreuses travailleuses du sexe, cette législation aggrave leurs conditions de travail parce qu'en fait ça va les pousser à exercer leur activité dans des milieux cachés, encore plus isolés pour éviter les amendes. Et qui dit lieu caché dit lieu où
de nombreuses violences peuvent être exercées. Et en fait, je voudrais rappeler que la prostitution tue. Si certaines personnes exercent un métier lié au travail du sexe de manière consentie et assumée, d'autres personnes sont contraintes, voire exploitées. Et c'est pourquoi, dans une certaine mesure, des plateformes comme OnlyFans ou Mime, donc Mime c'est le pendant français de OnlyFans, peuvent amoindrir en fait la dangerosité liée à ces métiers. C'est hyper précaire déjà de base comme profession, mais là, dans ces conditions-là, ça l'est tout autant. Donc c'est pas non plus un Eldorado de la prostitution où tous les gens peuvent s'exprimer, machin. Ça reste hyper précaire pour plein de raisons. On entend les salaires... oui, des salaires exorbitants. Cardi B, plusieurs millions, je sais pas quoi, machin. En fait, la plupart, non, c'est pas aussi évident de très bien gagner sa vie sur OnlyFans et sur ces plateformes-là en tout cas. C'est peut-être justement le moment où on peut faire un petit moment de sensibilisation parce que je suis quand même tombée sur pas mal de TikTok où t'as énormément de femmes qui disent bon bah voilà c'est de l'argent facile, voici 2-3 conseils pour vous pour que vous fassiez ça les filles. Moi je suis pas du tout contre les plateformes mais c'est vrai que on a tellement une audience jeune sur les réseaux sociaux et il y a eu l'un des gros scandales qui a explosé par rapport à OnlyFans et Mime, c'est la place des mineurs sur ces plateformes. En gros, moi j'ai vraiment dédié une grande partie de mon travail là-dessus parce que en gros, quand tu tapes OnlyFans sur Twitter ou les hashtags, etc., tout de suite, il y a beaucoup de... On parlait de Barely Legal tout à l'heure, mais de Young Girl, enfin de tous ces hashtags-là qui posent vraiment question et qui sont assez problématiques pour plein de raisons. Et si je dis pas de bêtises, c'est à partir de 2019 qu'ils ont commencé vraiment à réguler tout ça. Okay. En gros, les gens, pour s'inscrire, doivent poster une photo d'eux en tenant leur carte d'identité pour prouver que c'est bien eux. Sauf que, en fait, tu peux poster avec la photo la carte d'identité de ta tante ou de ta grande sœur, qui va aller vérifier que t'as pas exactement la même coupe de cheveux, enfin tout le monde s'en fout. En fait, il y a plein de moyens de contourner tout ça, mais de la même manière qu'il y a plein de moyens d'accéder à de la pornographie alors que c'est censé être interdit aux mineurs. C'est pas un problème qui vient d'arriver et qu'on ne sait pas vraiment faire, c'est juste que c'est un problème qu'on laisse monter depuis des années, sur lequel on n'interroge pas trop parce que ça soulève énormément de tabous. D'un coup, on va hurler à la morale, etc. Alors que... En fait, c'est un problème qui est là depuis hyper longtemps, de réguler Internet et de réguler comment les gens consomment du contenu, qui a accès à tel contenu, etc. C'est plus tout le travail en amont qu'on doit faire avec les plus jeunes, et même avec les gens enfin tout le monde en fait, de leur expliquer qu'est-ce qu'il advient de tes contenus quand ils sont postés sur Internet, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On n'éduque pas vraiment les gens à ça, et une fois que tu as toutes tes informations, là tu peux dire bon bah moi je m'en moque, je vais poster quand même ma tête, moi je veux faire ça, et chacun fait ce qu'il veut par rapport à Internet. Qu'est-ce que ça laisse comme trace? C'est ça, il y a des conséquences à long terme, il y a des tarés sur Internet, et donc forcément il y a des tarés sur OnlyFans. On a vraiment besoin que les organismes ou les gens qui gèrent ces choses-là soient capables de former les gens et de leur expliquer comment leur plateforme fonctionne, pas seulement pour comment générer du profit ou comment s'inscrire, etc., mais vraiment concrètement une mise en garde en fait, enfin une mise en garde. Ouais, une petite formation, OnlyFans School, ça serait bien. Une petite masterclass. Une masterclass. Non mais au moins tu vois par exemple un avertissement très précis, tu vois. Juste repréciser, donc moi c'est des sujets qui m'intéressent. Ruben il a travaillé sur ça à travers un mémoire, mais on va aussi interroger les utilisatrices et ça sera dans une prochaine vidéo. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à activer la cloche et les pouces bleus. Et on se retrouve bientôt. Ouais, je comprends, moi aussi, c'est la première fois. Elle devrait faire ça, on va faire quand tu veux. Et l'avis de Ruben, son avis d'expert suite à son travail de recherche, eh bien il est précieux. Cet épisode, ça a été l'occasion de réfléchir aux nouvelles plateformes qui parlent de notre rapport à l'intimité, mais aussi aux conditions d'exercice des travailleuses du sexe. On y reviendra encore bientôt car je ne veux pas parler pour elles, mais tendons l'oreille, la société évolue vite. Affaire à suivre.